Bien, donc vous connaissez le principe, nous nous réunissons pour partager des plaisirs de lecture, des coups de cœur, des choses que peut-être on a écrites et que l'on a envie de faire entendre, et puis aussi partager des talents que l'on aurait, et ce soir on aura des musiciens qui vont aussi participer à cette veillée. Voilà, cette veillée est la vôtre, c'est vous qui allez l'animer. Voilà, donc je vais appeler, les personnes sont inscrites pour lire, je vais appeler les lecteurs, les uns derrière les autres, et puis nous allons écouter ça avec plaisir et bonheur. Voilà, vous allez ouvrir le bal des mots. Le bal des mots et des notes. Des mots et des notes. Oui. Alors le premier, c'est quoi dans ma liste? C'est l'oiseau. L'oiseau. Donc tout ce que lira Emma ce soir, elle lira sans doute 2 textes, ou peut-être 3, sont d'elle, c'est elle qui les a écrits. Et oui, un jour j'étais très inspirée, et ça m'est venu comme ça. Hop, je dis hop, vite, je prends mon crayon, hop, je prends ma feuille blanche, et hop, et puis après, c'est fini. Puis on ne sait pas pourquoi ça commence, on ne sait pas pourquoi ça finit. Jean-Marc, c'est à toi. Voilà, donc. Donc vous allez nous interpréter l'oiseau. L'oiseau. Et oui, attends un petit peu. Donc, Tu peux la baisser, hein, celle que j'avais. non, pas du tout, non, moi ça va. Bon, alors l'oiseau, pourquoi l'oiseau? Fermez là éventuellement, non? Ah, je l'ai perdu. Ah, mais je l'ai perdu. Non, je vais retrouver. Je vais retrouver ça. Oui, je vais retrouver. Une blague. Et voilà. L'oiseau suit la voiture suit l'oiseau. L'oiseau quitte la nature. L'oiseau prend le bateau file sur les flots suivent l'oiseau. L'oiseau se pose sur le pont s'ouvre sur l'horizon quitte l'oiseau. L'oiseau se pose sur terre, la terre reçoit l'oiseau a un drôle d'air. L'air de ne pas trop savoir quoi faire du temps donné pour vivre à la dérobée, dérober les dernières plumes de l'oiseau qui n'a rien à faire. Rien à faire des mots dévoilés sur l'oreiller en plumes, des plumes de l'oiseau. L'oiseau est parti là-haut, très haut dans le ciel. Le ciel regarde la terre regarde l'oiseau, et l'oiseau vole au-dessus des flots. Parce qu'elle est empreinte de douceur, de tristesse, de nostalgie. Parce qu'elle signifie une rupture. Donc c'est pas très drôle. On t'écoute. J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en vont rapides. Iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui? Allô? Allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps vers ces Raphaël? Ici, même sous la pluie, l'odeur me poursuit d'un peu d'estérel. Je suis dans la cabine.
enfermé dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bar qui s'ouvre sur la mer. Allô? Allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël? Dis-moi, tes amis vont-ils toujours près des îles pêcher les girelles? Ça nous fait 2 unités. Chaque mot nous est compté. J'appelle sans relâche. Réponds-moi, dis, que s'est-il passé? Qu'est-ce que ta voix me cache? Ce soir, avec qui vas-tu danser? Allô? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'attends? Ta bouche, où est-elle? Allô? Tu parles trop bas. Seras-tu là-bas si je te rappelle? Il faut que je te quitte. D'autres gens s'impatientent dehors. Je t'ai parlé trop vite. Je ne t'ai presque rien dit encore. Allô? Allô, tu m'entends? Dehors, on attend, les gens sont pressés. Dans cette course de fous, le monde se fout d'un amour cassé. Ça nous fait 4 unités. Je ne veux pas te quitter. Alors Daniel, qu'est-ce que tu nous lis? Un hommage? C'est un hommage, en effet, c'est un sujet dans l'air mauvais du temps, je dirais, puisque c'est un hommage de différentes personnes, écrivains et autres, à la journaliste Anna Politkovskaya, qui a été assassinée en octobre 2006. Et en l'occurrence, ici, j'ai choisi le texte de Jorge Semprún, qui s'appelle « La force de la lucidité ». Anna Politkovskaya, voilà un nom, un visage de femme qui s'impose soudain dans nos esprits, dans nos mémoires, nos consciences malheureuses. Au moment même où la mort vient les effacer, ce nom et ce visage surgissent dans une aura d'évidente vitalité, comme l'incarnation d'une aventure humaine exemplaire, organiquement liée à la volonté optimiste et déterminée d'un avenir collectif de justice et d'équité démocratique. Soudain, une mort insupportable, longuement et froidement préparée, annoncée, exécutée, vient nous rappeler les enjeux de la vraie vie, ces palpitations généreuses dans la Russie d'aujourd'hui, livrées aux affres de l'interminable décomposition d'un passé despotique, de la reconstruction fragile sans cesse menacée, inévitablement longue de la raison démocratique. On peut imaginer le tueur à gages, le guet-apens ténébreux, la flamme assassine. On peut imaginer Anna Politkovskaya au moment précis où elle a compris que le sort en était jeté, que la mort s'abattait sur elle, après lui avoir si longtemps tourné autour. On peut imaginer cette femme courageuse au moment même de son dernier souffle, sa dernière pensée, son ultime cri étouffé. L'une des principales vertus d'Anna Politkovskaya, tous les récits le rappellent, tous les témoins le disent, c'était la lucidité. Elle savait donc les risques encourus dans sa campagne pour la vérité. Elle les avait assumés. Jamais n'aura été plus accablant de vérité l'aphorisme du poète René Char, grand résistant lui aussi d'une autre époque et de notre pays contre le même genre d'ennemis. Citation. « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. » La lucidité d'Anna Politkovskaya, insupportable au pouvoir jusqu'à provoquer sa mort, ne s'éteint pourtant pas avec celle-ci. Elle ouvre nos âmes au lointain soleil de la liberté. Merci. Tu vas nous parler de la plainte du vigneron, c'est ça? Oui, la plainte du vigneron, c'est un poème de Joseph Sébastien Pons, qui est un poète roussillonnais. Son œuvre est immense. On aura l'occasion peut-être de le voir une prochaine fois.
Parmi ses poèmes, j'en ai choisi un, c'est Al plany del vinyater. J'espère que vous comprenez quand même le catalan dans la grande majorité. Je vais aller doucement pour essayer de vous intégrer dans tout ça, ceux qui ne comprennent pas. Al plany del vinyater, c'est en fait la plainte du vigneron. Tous les ans, c'est la même rengaine. Prenant son fils à témoin, le vigneron se plaint d'une possible mauvaise récolte dont les abeilles attirées par le raisin sont cette fois-ci la cause. Mais il n'en sera rien, au contraire, la récolte sera bonne. Ses plaintes, ses lamentations, devant sa petite vigne, il les répète systématiquement tous les ans à qui veut l'entendre, comme une litanie. Al plany del vinyater. Ja és bé la pena, diu, tot l'any de treballar, diu el pare, aixecant-se tremolosa mà. Jo tot ho prevenia i me donava traça. Havia entornejat d'espines la rabassa per mort que la perdiu glosa quan s'abat trobés el botimell ben defès i badat. I ara tu, qui ho pensés? Les petites abelles entre els blocs ajuntats han trobat finestrelles i n'han baixat eixams de tot caire del cel. Amb el vi de molts ceps, per d'altres faran mel, i de l'abril ençà quin raig de solellada. La blanqueta malmesa i desaventurada no encertava dins terra el seu suc preciós. Bé val que ara el rim s'ha fet més aigualós i amb el poc que ha plogut, quasi bé a l'herdia, s'han botat entre els rocs garnatxa i malvasia. Així el pare diu, més, ai, el mateix plany davant del seu vinyot el repeteix cada any. Ô amour, ce matin, sur le pas de la porte, je t'ai vu, à l'aube naissante de ta désespérance. Ô amour, que dis-tu? Je me meurs de solitude, mon cœur brisé sur la jetée de la douleur palpite sous la plume de cet amour, mouillé, esselé. Bien avant que ne disparaisse la caresse, les caresses, le souffle, le soupir, l'attention, le regard posé sur l'être chéri. Je vivais dans un paradis, aux courbes parfaites, où l'aube et le crépuscule ne faisaient qu'un. Amour, j'étais par ma présence l'équilibre entre le jour et la nuit, le chaud et le froid, la joie et la douleur. Sans crainte, je glissais sur les fils des passions, des désirs, des créations. Amour devenait idéal, idéal devenait amour. Je me montrais au monde tel un sphinx, rayonnant sur le parvis de la vie. Puis, Cupidon est parti. Oh, quelle douleur! Plus rien ne retient les pleurs de cet amour blessé. Le sang se répand sur le sol craquant de la peine. Tout se déchaisse, tout fane. Où est mon double? Où est mon espérance? Amour, amour, part à la dérive, quitte le rivage, plus d'ancrage. Amour flotte sur les vagues de l'oubli. Donc le texte est de vous. Oui.
Madame. Bonjour, madame. Et comment va s'habiller madame aujourd'hui? De dentelle? De rimes et de pieds de nez? Oh, pardon, madame, pour cette familiarité. C'est que madame est si belle, et je veux tant lui plaire, la faire rire, ou sourire, enfin, juste un peu. Madame veut être libre aujourd'hui. Bien, madame. Madame sera donc comme une musique, douce ou amère, afin que celui qui l'entendra la saisisse vite pour l'écrire sur un parchemin ou sur le coin d'une table. Oui, c'est cela. Madame sera magnifique, comme une étincelle qui jaillit, s'envole, puis disparaît, comme les clowns, parés de 1000 costumes, les uns d'apparat, les autres de simples guenilles. Bien, madame. Oui, un jour, une nuit, un poète vous donnera vie, et plus tard un autre viendra, avec d'autres mots, d'autres chants, clairs ou obscurs. Qu'importe, je serai toujours là, madame, à vous attendre. Vous pouvez frapper à ma porte. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Il faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions, ne pas se laisser guider par la colère, choisir le protocole, agir avec méthode. Blake sait faire ça, et depuis tellement longtemps qu'il ne sait même plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre statistique. Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, est reconnu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier. Il s'en fout. Blake s'est construit deux vies. Dans l'une, il est invisible, sous 20 noms, autant de prénoms, avec les passeports qui leur correspondent, de toute nationalité, dont de vrais biométriques, oui, c'est plus facile qu'on ne le croit. Dans l'autre, sous le nom de Joe, il dirige d'assez loin une jolie entreprise parisienne de livraison à domicile de plats cuisinés végétariens. Possède des filiales à Bordeaux, Lyon et maintenant Berlin et New York. Sa collaboratrice Flora, qui est aussi sa femme, et leurs deux enfants se plaignent qu'ils voyagent trop souvent et parfois trop longtemps. C'est vrai. Il parle de la mer, de la mort, pardon. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, et le bat de grain en grain, quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire infiniment, brisée, par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alizé se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard,
Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. Il s'agit d'une fable qu'on aurait pu attribuer d'ailleurs à Jean de La Fontaine, mais qui a été écrite par Thomas de Iriarte, qui est un poète fabuliste de Tenerife, né au XVIIIe siècle. Ces textes ont été ensuite traduits en catalan. Alors, dans cette fable de Iriarte, une poule pond un œuf, donc elle travaille. Elle remet à sa place à la grenouille qui la critique à cause de son chant triomphal d'après d'avoir pondu. Une grenouille qui, à part coasser nuit et jour, ne fait rien, ne sert à rien ou pas grand-chose. Donc c'est la moralité de cette histoire. Celui ou celle qui travaille peut parler ou se taire. Celui ou celle qui ne fait rien doit se taire et surtout ne pas critiquer. La granota et la gallina. Qui travaille prou ho pot dissimular. Qui gens no fa ha de callar. Del seu toll estant, una parlera granota va sentir cloquejar una gallinota. Caram, li va dir, no hauria cregut, germana, que fossis una tan incòmoda veïna. I amb tota aquesta bulla que hi ha de nou, gens, si no en hi ha que ponc un ou. Un ou solament i es valot estant. Un ou solament, sí senyora. T'espantes d'això, quan no m'espanto de sentir-te com claques nit i dia. Jo, perquè serveixo d'alguna cosa, ho publico. Tu que de gent no serveixes, calla el bec. Qui a 31 ans et qui aime la poésie. Et bon, elle écrit, elle a toutes les fautes qu'elle peut commettre. Donc après j'ai repris ces textes et je les ai corrigés au niveau de l'orthographe, puis un peu au niveau de la mise en page, mais le texte est d'elle. Si je le trouve... Oui. C'est un beau rêve. Regarde le ciel qui va dans la mer. Ciel blanc ciré, ciel noir foncé. Cette nuit je m'envole, emporté par le vent, dans le silence de ce monde où brille la lune toute blanche, ou jaune doré, toute ronde, ou petit croissant. Ce soir, je danserai dans les étoiles. Un jour, tu seras avec moi. C'est un beau rêve. C'est un texte d'Annie Ernaux, qui est d'une région différente de la mienne, qui parle de son patois et du français de l'école.
pour moi, c'était le catalan et le français, mais je me retrouve un petit peu dans ce texte. Alors, voilà. La langue, un français écorché, mêlé de patois, était indissociable des voix puissantes et vigoureuses, des corps serrés dans des blouses et des bleus de travail, des maisons basses avec jardinets, de l'aboiement des chiens l'après-midi et du silence qui précède les disputes, de même que les règles de grand-mère et le français correct étaient liés aux intonations neutres et aux mains blanches de la maîtresse d'école. Une langue sans compliment ni flatterie, qui contenait la pluie transperçante, les plages de galets gris sous la pique des falaises, les seaux de nuit vidés sur le fumier et le vin des travailleurs de force, véhiculer croyances et prescriptions. Observer la lune qui règle le moment de la naissance, la levée des poireaux et les corvées de verre des enfants. Ne pas contrevenir au cycle des saisons pour quitter le manteau et les bas. Mettre la lapine au mal, planter la salade au principe qu'il y avait une époque pour tout, un laps de temps précieux et difficilement quantifiable entre le trop tôt et le trop tard, pendant lequel s'exerçait la bonne volonté de la nature. Les enfants et les chats nés en hiver poussaient moins bien que les autres, et le soleil de mars rend fou. Sur les brûlures, appliquer de la pomme de terre crue et faire arrêter le feu par une voisine connaissant la formule magique. Guérir une coupure avec de l'urine. Respecter le pain, sur le crin, il y a la figure de Dieu. Comme toute langue, elle hiérarchisait, stigmatisait les feignants, les femmes sans conduite, les satyres, les vilains bonshommes, les enfants en dessous. Louer les gens capables, les filles sérieuses, reconnaissait les hauts placés et grosses légumes, admonestait « la vie te dressera ». Elle disait les désirs et les expériences raisonnables, un travail propre, à l'abri des intempéries, manger à sa faim et mourir dans son lit. Les limites, ne pas réclamer la lune, des choses par-dessus les maisons, être heureux de ce que l'on a. L'appréhension des départs et de l'inconnu, parce que quand on ne part jamais de chez soi, n'importe quelle ville est le bout du monde. L'orgueil et la blessure, c'est pas parce qu'on est de la campagne qu'on est plus bête que d'autres. Mais nous, à la différence des parents, on ne manquait pas l'école pour semer du colza, locher des pommes et fagoter du bois mort. Le calendrier scolaire avait remplacé le cycle des saisons. Les années devant nous étaient des classes, chacune superposée au-dessus de l'autre. Espace-temps ouvert en octobre et fermé en juillet. À la rentrée, on recouvrait de papier bleu les livres d'occasion légués par les élèves de la classe d'avant. En regardant leurs noms mal effacés sur la page de garde, les mots qu'ils avaient soulignés, on avait l'impression de prendre leur relais et d'être encouragés par eux, qui en étaient venus à bout, à savoir en un an toutes ces choses. Ce texte pour une amie, chorégraphe, qui préparait un spectacle sur l'animalité. Et donc elle m'a demandé, pour l'inspirer, pour nourrir un peu son inspiration, de lui écrire un texte que j'ai écrit de façon assez spontanée aussi. Animal moi.
Je me tiens à la limite du désert, au milieu d'un carré d'herbes crissantes, soyeuse est ma crinière. Quand je la secoue pour chasser les insectes, j'avance mon sabot et remue la poussière. Cela rythme le temps. Du temps, je n'ai aucune idée, mais je le sens, le soleil tourne. Quand l'orage gronde et menace, je me couche sous l'arbre au bord. Quelqu'un doit venir me chercher. Le jour se lève et je m'envole. Je me dresse emplumée à la cime d'un pin. Soudain, je me déploie, m'élance à vitesse folle au-dessus du glacier. Je plane et pique vers le sol sur ma proie. Animal moi, je vis l'instant comme vous n'osez le faire. Bondissant sous la lune, traçant dans les vagues, immobile, embusqué, suspendu, rampant, je danserai 1000 rituels, vibrant jusqu'au bout de ma vie, ignorant que je suis mortelle. Sensible au moindre mouvement, à chaque présence amie, nourrissante, menaçante, parfois obsédée de désir, parfois innocemment cruelle. Je suis là, de toute éternité, ignorant que je suis mortelle. Je me tiens à la limite du désert, au milieu d'un carré d'herbes crissantes, soyeuse est ma crinière. Quand l'orage gronde et menace, je m'assois sous l'arbre au bord. Quelqu'un va venir me chercher. Là, celui-là surtout, qui faisait partie d'une compilation, parce qu'à un moment donné, j'ai donc écrit comme ça, j'ai fait un spectacle avec une bassiste qui m'a accompagnée, et ça s'appelait Les mots d'Emma, donc j'ai un petit CD autour de ça, et que j'ai joué 3 ou 400 fois, un petit théâtre à différents endroits, et en particulier celui-là aussi, ce texte. Donc ça me rappelle ça. Oh, tu es loin. Tu es loin de moi. C'est du bruit. Tu vas dire en moi. Je vais dire en toi. Donc c'est... Oui, c'est ça. Je te laisse. Désir chronique, désir épidermique, si puissant dans son élan, si touchant dans cet instant, roulé dans le sable, mouillé par la vague, ce désir tremble de cette attente, 1000 battements, 1000 serments, désir chronique, désir épidermique, si puissant dans son élan, si touchant dans cet instant. Le voilà près de son but, il sursaute éperdu. Il avance dans le monde des sentiments, rouge, vert, il voit tout de travers. Il grille les feux qui brûlent ses yeux. Il fonce. Désir chronique, désir épidermique, si puissant dans son élan, si touchant dans cet instant. Regard croisé, mot désiré, plus d'importance, tout est en partance. Juste une goutte, juste une larme qui le désarme. Désir chronique, désir épidermique, si puissant dans son élan, si touchant dans cet instant. Dans un texte qui est pratiquement de circonstance, puisque ça s'appelle Champagne, et qu'il y a des... Il y a de la poésie dans tous ces textes, à lui, à Guy Béard et tant d'autres. Puis ce qui est assez fabuleux, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais
quand on lit une chanson, on a d'ailleurs l'habitude parfois d'entendre avec sa musique, le texte prend une valeur encore plus importante. C'est étonnant. Il y a des textes qui peuvent paraître banals parce qu'on est sur peut-être happé un peu par la musique, prend un relief et une qualité magnifique par la simple lecture. Pardon, c'était une voix. Oh, tu prêches une convertie. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valets, vroulages et vulgaires, ouvrez-moi ce sarcophage. Et vous, pages pervers, courez au cimetière. Prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir, nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires. Près de la mare aux oubliettes, tenue de sueur obligatoire. Lutins, lucioles, feux follets, elfes, faunes et farfadets, ces frais de mes grands carnassiers. Une muse, un peu dodue, me dit d'un air entendu: vous auriez dû vous raser. Comme je lui fais remarquer 2-3 pendus attablés qui sont venus sans cravate, je vous ferai remarquer, elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Et géris insatiables, vampires éblouis par de lubriques vestales, égérie insatiable, chevauchant des valkyries, infernal appétit de frénésie bacchanale, qui charme nos âmes, envahis par la mélancolie. Envoie. Satyre joufflu, bouc émissaire, gargouilles émues, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières, et les chimères à la licorne. Soudain, les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition, l'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il ne laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait d'un bond dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que les damnés obscènes, cyniques et corrompus fassent grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus. Car, devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à douter d'eux-mêmes. Quel dédain suprême! Mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cocher lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard l'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne. Ouais. Ça va venir. On a démarré par une recherche désespérée de papier. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout. Ukraine. Pour tes bois et tes champs, pour les cris de tes enfants, je t'aime, Ukraine. Pour tes danses et tes rires, pour tes amours qui ne veulent pas mourir, je t'aime, Ukraine. Pour la bise qui mord ton immense plaine, pour tes joies et tes peines, je t'aime, Ukraine. Pour tes hurlements de douleur, pour ton désespoir et tes pleurs, je t'aime, Ukraine. C'est un poème qui ouvre un livre de Joy Harjo. C'est un bouquin un peu iconoclaste. C'est pas vraiment un roman, c'est pas une autobiographie, elle est métissée d'indiens creek
Voilà. Les Cherokee, Creek et Cherokee. Et c'est curieux parce que dans les métissages comme ça, c'est quelque chose qui me touche toujours. Voilà. Elle ouvre chacun de ses textes par un poème. Je vais vous lire le premier. Un jour, je me suis envolée très haut au-dessus de la Terre. Notre planète tant aimée baignait dans un halo fluide de lumière. Sidérée, je la voyais miroiter, s'étirer, s'assombrir, briller, façonnée par les efforts collectifs de toute la vie qu'elle abrite. La dissonance engendrait la dissonance, l'harmonie attirait l'harmonie. J'ai vu des révolutions, des sécheresses, des famines, et la naissance de nouvelles nations. Les tendresses les plus humbles généraient les plus intenses lumières. Rien n'est perdu. J'ai une communication, c'est pas innocent quand même. Ce livre, je le dois à la bibliothèque d'Argelès à qui je l'ai emprunté, mais en 2023, je ne sais pas quand exactement, à quel moment, et je le dis parce que je sais qu'il y a au moins une bibliothécaire dans la salle, et bien on pourrait l'emprunter à Banyuls. Texte de Jacques Salomé. Bonjour mon corps. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas accordé l'intérêt, l'affection non plus, simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même maltraité, matraqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon pourtant dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, au mi-temps de ma vie, un peu émue, je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes, avec tes lassitudes, avec tes émerveillements, avec tes possibilités. Je me surprends à t'aimer, mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer, de te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de te donner des rayons de soleil et de t'introduire au rêve des étoiles. Tout cela, à la fois dans l'abondance et le plaisir. Mon corps, je te suis fidèle. Oh, non, pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps, que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affronté pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et, quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Comme un ovni dans la littérature, elle avait été d'ailleurs sur la liste des prix Goncourt, elle n'a pas eu, et puis on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais vous allez voir que c'est une écriture un peu particulière. Un jour, je leur ai dit, j'en ai assez, je pars. Ils m'ont dit, non, vous n'allez pas faire ça. Et où allez-vous aller? J'ai dit, je ne sais pas. Et ils m'ont dit, et où allez-vous habiter? Avec quel argent allez-vous vivre? J'ai dit, j'ai des économies. Madame a dit, des économies, ce n'est pas assez pour trouver un logement. Mais le logement, ça m'était égal, j'irai n'importe où. Sur un banc, a dit madame, sur un banc, c'est ce qui vous attend. On ne part pas ainsi, a dit monsieur, c'est de la folie, il faut continuer à travailler, a dit monsieur, là ou ailleurs, mais travailler. Alors j'ai dit, travailler? Pourquoi? Avec mon argent qui dort dans une boîte et moi toujours dans 4 murs que je n'aime jamais. Il y a des portes, c'est fait pour partir des portes, j'ai dit. Mais les portes, c'est aussi fait pour entrer, a dit monsieur. Laisse-la, madame a dit, tu vois bien qu'elle veut partir. Vous voulez partir pour aller ailleurs, a dit monsieur. Ailleurs? Qu'est-ce qu'il voulait dire ailleurs? Ailleurs, cela veut dire tant de choses ailleurs. Ailleurs? J'ai demandé. Ailleurs dans une autre place, a dit madame.
J'ai dit non, je veux être une libre, me promener, regarder. On ne fait pas une chose pareille. Et ils ont dit, on n'est jamais libre si on ne gagne pas sa vie. Ils ont dit. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Je serai bien plus libre quand je ne travaillerai plus. Alors monsieur a dit, qu'est-ce que c'est que la liberté pour vous? Et madame a eu l'air agacée. Elle a dit, Robert, ne te lance pas dans les discussions philosophiques. Et moi, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. J'ai dit, la liberté, c'est de s'asseoir sur un banc et d'écouter les oiseaux chanter. Et c'était vrai ça. Ça me plairait bien, une belle liberté comme ça. Mais l'argent, a dit monsieur, l'argent, où trouverez-vous l'argent? J'ai dit, l'argent, on n'en a pas besoin, les bancs sont gratuits et les oiseaux chantent sans qu'on les paie. Alors monsieur a haussé les épaules et madame a dit, bon, eh bien, partez, si rien ne peut vous faire entendre raison. Alors j'ai eu le cœur plein de joie et je suis monté faire mes paquets. Mais avant, en quittant le salon, j'ai collé mon oreille sur la porte pour savoir s'ils allaient parler de moi. Elle est complètement cinglée, a dit monsieur. Complètement, a dit madame. Isso me baião e no temas lá de longe o meu coração pediu assim. Isso. E não tem mais nada longe. O meu coração pediu assim,